C'est un véritable coup de tonnerre qui a frappé la Tunisie le 25 juillet dernier. Limogeage du Premier ministre, gel des activités du Parlement pendant 30 jours, le président Kais Saied a frappé fort. Depuis, la crise politique s'intensifie et le pays est divisé entre les soutiens au président de la République et ceux de son principal ennemi, le parti Ennahda. Les premiers fustigent une classe politique corrompue et incapable de répondre à la crise sanitaire. Les autres dénoncent un véritable coup d'État. Pour y voir plus clair, nous recevons aujourd'hui Sarah Grira, journaliste à Orient 21. Bonjour. Alors pour commencer, ces décisions prises par le président tunisien, est-ce qu'on peut les qualifier de coup d'État concrètement ? Alors, c'est un peu compliqué d'y poser un terme aussi définitif. En tout cas, on n'est pas dans un coup d'État à l'égyptienne. Il n'y a pas eu l'intervention de l'armée, il n'y a pas eu d'emprisonnement, personne ni d'arrestation, personne n'a été empêché de voyager. Donc voilà, tous les opposants à la politique du président, en tout cas tous ceux qui ont été visés par les mesures qu'il a prises, continuent leur vie normale. C'est juste leurs activités politiques qui ont été stoppées. Mais ceci étant posé, il est vrai que ce café, Kais Saied, dimanche soir, est illégal. C'est-à-dire qu'il a beau, lui, taper du poing sur la table, dire « ce n'est pas un coup d'État et ce que j'ai fait est complètement constitutionnel », dans les faits, c'est faux parce qu'il dit faire appel à l'article 80 de la Constitution qui dit que dans une situation de danger imminent, le président a le droit de déclarer, donc de prendre des mesures exceptionnelles, etc. Sauf que, alors certes, il a le droit d'apprécier, en tout cas le droit d'appréciation de ce danger imminent, mais les mesures qu'il a prises, c'est-à-dire le gel des activités du Parlement, par exemple, ne rentrent pas dans le cadre de l'article 80. En plus, normalement, il y a une instance qui est censée juger de la constitutionnalité des décisions qui sont prises par le président, qui est la Cour constitutionnelle, qui n'existe pas. Et en plus, là, normalement, si on suit toujours l'article 80, au bout de 30 jours, normalement, le président du Parlement et le chef du gouvernement ont le droit d'aller voir la Cour constitutionnelle pour lui dire là, il faudrait, parce qu'il ne faut pas oublier que le président peut toujours prolonger cet état d'exception. Donc eux, ils ont le droit normalement d'aller voir la Cour constitutionnelle et de dire là, ce que fait le président est illégal, est-ce qu'on n'arrête pas justement cette période d'exception ? Sauf que là, ça ne va pas se faire, encore une fois, parce qu'il n'y a pas de Cour constitutionnelle. Donc c'est quand même problématique d'un point de vue légal. Et il me semble aussi que dans l'article 80, il est dit que le Parlement justement doit continuer à... Oui, des activités du Parlement, il n'y a pas la démission du chef du gouvernement, le fait de démettre de ses fonctions, ni le fait de s'octroyer le pouvoir exécutif, sachant que le président a même voulu s'octroyer le pouvoir judiciaire, donc de se nommer président du parquet, ce à quoi il a renoncé, mais à partir du moment où il est le chef de l'exécutif, il est indirectement le chef du parquet, puisqu'en Tunisie, c'est comme en France, le parquet relève du ministère de la Justice. Et donc, si le président nomme le ministre de la Justice, il contrôle indirectement le parquet. Oui, d'ailleurs, il me semble que le président de la République a démis de ses fonctions la ministre de la Justice aussi, qui est la porte-parole, il me semble. Du gouvernement, ouais. Et il a aussi démis de ses fonctions, en fait, les deux ministres régaliens, le ministre de la Justice et le ministre de la Défense. Et il y a des enquêtes qui viennent d'être ouvertes contre le parti Ennahda et Qalb Tounes pour malversation financière concernant leur campagne électorale, qui viennent d'être ouvertes donc après justement ces décisions. En fait, c'est toute la particularité de la situation que vit aujourd'hui la Tunisie, c'est-à-dire que si on prend cet exemple concret, on sait, ça fait des mois que l'on sait qu'effectivement il y a des problèmes concernant, il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui pointait le fait que Ennahda et Qalb Tounes, donc qui sont les deux partis, Ennahda, le parti islamiste qui est au pouvoir, et son allié Qalb Tounes, qui ont bénéficié de financements étrangers ou illégaux, sauf que rien n'a été fait au niveau de la justice. Et c'est aujourd'hui que la justice finalement se met en place, où il y a une enquête qui est ouverte dans ce sens. Mais du coup, est-ce que ça ne veut pas dire quelque part que la justice reste aux ordres, en fait, soit d'un côté, soit de l'autre ? Oui, c'est fait de manière assez opportuniste finalement. Ouais. Et alors, donc, vous disiez qu'il a pris la décision de démettre de leurs fonctions les ministres régaliens. C'est d'ailleurs ce dont l'accuse le parti Ennahda, à savoir qu'en fait, il est en train d'essayer de prendre le pouvoir au niveau de l'exécutif. Ah mais ça, de toute façon, il l'a annoncé lui-même. Il a dit qu'il prendrait la tête de l'exécutif. Après, la question, en fait, et c'est là où les choses posent problème actuellement, c'est-à-dire que jusque maintenant, il n'y a pas de feuille de route, il n'y a pas de programme clair et on ne sait pas combien de temps tout cela va durer. C'est-à-dire qu'on sait que le gel des activités du Parlement vont durer 30 jours.
Au-delà de cette période, il n'y a toujours pas le chef du gouvernement n'a toujours pas été remplacé, donc on ne sait toujours pas quelle sera la suite pour l'instant. Alors, pour y voir un peu plus clair, quelles sont exactement les forces politiques qui s'opposent en fait là, dans cette bataille actuellement? Alors, il y a d'un côté le président de la République, qui est une force politique en soi, et je ne dis pas ça ironiquement, hein, c'est vraiment dans les faits, c'est-à-dire que Kais Saïed a cette particularité d'avoir été élu avec une majorité écrasante au deuxième tour des élections, donc il a eu 73% des voix, ce qui est énorme, en octobre 2019, et l'autre particularité, c'est qu'il est arrivé au pouvoir sans parti, sans avoir reçu même le financement légal auquel il a droit de la part de l'État. Et voilà, il y a eu juste quelques pages Facebook qui ont été créées pour voilà, faire un peu sa campagne, mais pas plus que ça. Donc il a quand même cette particularité d'être un peu le seul contre tous. Et en même temps, c'est ce qui fait aussi tout son succès, toute sa popularité, d'être l'homme anti-système, d'être l'homme intègre, celui qui n'a jamais fait partie de tout ce système corrompu, de toute cette classe politique qui est tellement décriée en fait par la population. Et donc voilà, c'est complètement un outsider à qui on attribue ou à qui voilà, on suppute de par son maintien, cette manière très rigoriste de prendre la parole et de parler toujours au nom de la Constitution et du droit, parce que c'est un constitutionnaliste, c'est un universitaire à la base. Et donc voilà, il y a cette image de quelqu'un de très rigoureux moralement, qui n'a jamais, ce qui est vrai, hein, qui ne s'est jamais mêlé de toutes ces petites affaires et toutes ces bisbilles politiques. De l'autre côté, eh bien, il y a bien sûr le parti islamiste Nahda, enfin, islamo-conservateur maintenant, Nahda, qui a deux principaux alliés au Parlement, qui sont Qalb Tounes, de l'homme d'affaires Nabil Qaroui, donc pour faire un raccourci un peu schématique, Nabil Qaroui, c'est un peu le Silvio Berlusconi tunisien. Hein. C'est à la fois un homme d'affaires qui a une chaîne de télé, qui a beaucoup d'accusations, il traîne pas mal de casseroles, de blanchiment d'argent, etc. Et qui est arrivé donc au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et puis il y a le Kalam, hein, qui est un parti islamiste à droite de Nahda. C'est-à-dire qu'entre 2011 et maintenant, avec toutes les concessions que Nahda a faites pour se maintenir au pouvoir, parce qu'ils ne sont pas bêtes et qu'ils ont retenu les leçons de ce qui s'est passé en Égypte, ils ont fait pas mal de concessions pour se maintenir au pouvoir et du coup, ils ont perdu une partie de leur base à cause de cela. Et donc cette partie de leur base est allée vers le Kalama parce qu'eux continuent à donc, marteler en fait justement ce côté très... enfin pas très modéré, on va dire, idéologiquement. Mais en même temps, ils font un peu le sale boulot de Nahda, entre guillemets. C'est-à-dire qu'au Parlement, ils votent comme Nahda, ils la soutiennent dans toutes ses décisions, mais voilà, ils sont vraiment ils font le sale boulot que Nahda ne va pas faire officiellement. Et dans tout ça, eh bien, il y a le chef du gouvernement. Alors ce qui est ironique, c'est que le chef du gouvernement a été nommé par Kais Saïed lui-même, sauf qu'il s'est retourné contre lui parce que le président ayant fait l'erreur de vouloir trop l'asphyxier et trop lui imposer en fait des ministres et des gens à nommer, eh bien il a été récupéré en fait par cette majorité parlementaire et Hichem Mechichi, le chef du gouvernement, c'est vraiment la caricature un peu du bureaucrate. Hein. C'est vraiment l'homme du système, c'est l'énarque qui n'a ni goût ni odeur, entre guillemets, dans le sens où il n'a jamais, il n'est pas idéologiquement, en tout cas c'est comme ça qu'il a été présenté, c'est le bureaucrate qui n'a pas une couleur politique, même s'il a fini par en adopter une, et donc qui a été complètement en fait piloté par Nahda et ses alliés depuis sa nomination en fait en automne dernier. Alors, depuis les annonces du président donc, de dimanche dernier, est-ce qu'il y a eu une évolution au niveau du dialogue entre justement ces forces qui s'opposent? Est-ce qu'il y a eu des rencontres? Comment ça s'est passé depuis, d'un côté, le président de la République qui annonce démettre de ses fonctions le chef du gouvernement et de l'autre côté, le parti Ennahda qui dit eh ben, nous, on considère que c'est un coup d'État. Est-ce que ça a évolué un peu ces positions respectives? Alors, le dialogue entre les deux partis, de toute façon, cela fait un bout de temps qu'il est rompu. Cela fait un bout de temps que le président de la République, à travers des messages un peu subliminaux et codés dans ses discours, lance des attaques contre la majorité parlementaire et le gouvernement, dont il a d'ailleurs déjà bloqué quelques remaniements. Là, ce qui s'est passé depuis dimanche, après que le président a démis de ses fonctions le chef du gouvernement, ce dernier a démissionné, ce qui est quand même notable dans la mesure où Nahda espérait quand même qu'il s'accroche
pour jouer la carte de, ben voilà, même à l'international, hein, voilà, on vous l'avait bien dit, c'est un coup d'État. La preuve, c'est qu'on a l'institution présidentielle qui s'oppose à l'institution légitime du chef du gouvernement. Sauf que ça ne s'est pas fait parce que le chef du gouvernement a dit « Ok, je me résigne, je démissionne ». Et je pense aussi que l'euphorie générale de dimanche soir a joué là-dedans. La première réaction donc, de Nahda a été effectivement de crier au coup d'État et d'en appeler à la légitimité électorale, etc. Finalement, ils ont aussi essayé d'en appeler à la légitimité de la rue, qui est une rhétorique assez classique chez Nahda. Dimanche soir et lundi matin, le président du parti Nahda, Rachid Ghannouchi, il a appelé ses partisans à venir manifester devant le Parlement. Finalement, ça a fait un petit flop quand même, parce qu'il y a eu à peine quelques dizaines de personnes. Et c'est tout, en fait. Et je pense, entre ça et entre la réaction internationale qui, finalement, n'a pas beaucoup penché du côté de Nahda, qui ont dit, bon, bah, c'est inquiétant ce qui se passe en Tunisie, on reste vigilant, mais on ne condamne pas non plus, en tout cas pas fermement, Nahda se retrouve un peu seul. Et donc, finalement, ils ont été obligés de se rétracter un peu, de faire un peu machine arrière et de dire, bon, on est ouvert au dialogue et on appelle à des élections anticipées. De son côté, le président n'a pas du tout réagi à cela. Par contre, lui, il a essayé de rassurer. En fait, lundi soir, il a accueilli un certain nombre de représentants d'acteurs économiques, sociaux. Donc, il y a eu l'UTICA, donc, qui est l'équivalent du MEDEF en Tunisie. Il y a eu l'UJTT, qui est la centrale syndicale, qui est très puissante en Tunisie. Hein. C'est la dernière fois où l'UJTT a appelé à une grève générale dans la fonction publique, ça a été suivi à 90%. C'est en 2019. Donc, on est vraiment devant un acteur social très puissant. Il y a eu aussi les représentants de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, du syndicat national des journalistes, du Forum tunisien des droits économiques et sociaux. Et donc, il s'est réuni avec toutes ces personnalités en leur disant « Je tiens à vous rassurer, je m'y tiens toujours, ou je me tiendrai toujours à la légitimité constitutionnelle. Et voilà, ce n'est pas un coup d'État. Et je vous rassure pour tout ce qui relève du droit, des libertés, etc. » Et puis, c'est aussi un message à l'international parce qu'il a dit clairement nous n'avons rien contre les hommes d'affaires. Donc c'est aussi une manière de rassurer au niveau économique et international. Alors, vu comme c'est présenté un peu, là on a l'impression que ça va plutôt en faveur du président de la République que de ses opposants. Cela va pour l'instant en faveur du président de la République dans la mesure où il y a un tel ras-le-bol populaire contre le chef du gouvernement, le gouvernement en général et Nahda et ses alliés, qu'effectivement, quand on voit les images, ce qui s'est passé, en fait, il ne faut pas oublier que la décision du président de la République, elle vient dimanche soir à 22h, assez tard, et elle advient après une journée de manifestation qui a été quand même très massive et très violente. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier, en Tunisie... Une manifestation contre justement contre le gouvernement et contre la majorité parlementaire. C'est-à-dire qu'en Tunisie, vous avez une pandémie, qui a fait jusque-là 19 000 morts. Vous avez, on est en plein mois de juillet, il fait autour de 40 degrés en Tunisie, au mieux. Il y a le couvre-feu, toutes ces conditions-là. Et malgré ça, les gens sont sortis pour vraiment exprimer leur colère et aussi malgré une répression policière qui était vraiment très importante. Donc il y a une vraie colère populaire qui est tout à fait légitime contre cette majorité. C'est ce qui explique en premier lieu l'euphorie, l'explosion de joie qu'il y a eu le dimanche soir suite aux annonces de Kais Saïed. Donc pour l'instant, il a toujours ce capital populaire qui joue en sa faveur. Mais maintenant, tout le monde lui demande, les gens lui demandent des garanties, en fait, que ce soit les acteurs économiques et sociaux ou politiques, ou que ce soit même les gens normaux, quoi, qui demandent une feuille de route, un programme, un nouveau chef du gouvernement, et puis des délais aussi. Parce que si ça se trouve, le danger imminent dont il parle, il a toujours la possibilité de prolonger cet état d'exception. Et on ne sait pas, il peut le prolonger jusqu'en 2024, qui est la date des prochaines élections. Hein, Alors, vous en avez parlé un petit peu, et donc c'est ma prochaine question d'ailleurs. Ce bouleversement politique, il n'est pas sorti de nulle part. En toile de fond, il y a la crise sanitaire justement, qui frappe très fortement la Tunisie. C'est d'ailleurs le pays d'Afrique le plus touché par l'épidémie. Comment ça se passe concrètement? Puisque vous avez écrit un papier là-dessus sur l'état sanitaire du pays sur l'an 21, début juillet. L'état sanitaire est vraiment catastrophique en Tunisie. Au moment où j'ai écrit mon papier début juillet, on en était à 15 000 morts. Là, 3 semaines plus tard, on en est à 19 000. On va arriver à 20 000 d'ici la fin du mois, vu comment les choses se passent.
Et cela est dû à plusieurs raisons. D'abord, il ne faut pas oublier que la majorité parlementaire dont on parle aujourd'hui a fait tomber un gouvernement en 2020, en fait, alors qu'on était en pleine pandémie. Ils ont fait tomber le gouvernement d'Eliès Farfer pour des raisons purement politicienne, hein, parce qu'ils ne pouvaient pas placer leurs conseillers ou les gens enfin, de leur cour en fait, dans les positions qu'ils voulaient. Donc ils ont fait tomber ce gouvernement, ce qui est quand même complètement irresponsable en temps de pandémie. De deux, il y a des problèmes structurels, c'est-à-dire qu'il y a un secteur sanitaire qui depuis des années a été complètement... il y a eu d'abord en fait la privatisation qui a beaucoup joué, et ça c'est les années Ben Ali aussi, parce qu'on a tendance à oublier ça, mais Ben Ali a une grande responsabilité là-dedans. Il y a aussi la fuite des médecins qui partent à l'étranger, donc qui démissionnent chaque année par centaines. On en compte entre 800 et 900 qui partent chaque année à l'étranger, donc principalement entre la France et l'Allemagne. C'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui avec... il y a plus de médecins anesthésistes réanimateurs en France qu'il y en a en Tunisie, sachant que ceux qui exercent en Tunisie sont plus majoritaires dans le secteur privé que dans le secteur public. Donc voilà, le corps médical et paramédical a fait un effort énorme, mais il n'y a pas assez ni de matériel, ni de ressources humaines, ni de moyens qui sont mis en place pour lutter contre cette pandémie. Et puis il y a D'ailleurs, par rapport à ça, justement, vous parliez un peu des hôpitaux privés. Vous disiez aussi dans cet article-là que l'état d'urgence sanitaire n'a toujours pas été mis en place, alors que cet état d'urgence sanitaire, il permettrait justement de réquisitionner, je crois, les cliniques, c'est ça, et le personnel médical. Les cliniques privées, en tout cas, c'était une promesse du chef du gouvernement. Parce qu'en fait, le chef du gouvernement avait promis ça. Non seulement ils n'ont pas fait ça, mais en plus, ils avaient la possibilité depuis... en fait, le gouvernement précédent, celui d'Eliès Farfer, avait mis en place une commission qui était chargée, en cas d'urgence, de mettre en place des hôpitaux de campagne. Et ils en avaient mis en place un alors que la nécessité n'était pas du tout présente en 2020. C'est-à-dire que la première vague pandémique en Tunisie, elle a fait 51 morts. Hein, donc elle a quand même été bien gérée. Donc, la commission qui était censée mettre en place les hôpitaux de campagne, elle n'a pas été réactivée. Personne ne lui a demandé de faire son travail. Donc on a recommencé à mettre en place des hôpitaux de campagne fin juin, alors que la situation était déjà complètement hors de contrôle. Et puis voilà, les cliniques, alors qu'ils s'y étaient engagés, les cliniques privées n'ont pas été réquisitionnées. Et puis au milieu de tout ça, il n'y a eu aucun effort. C'est-à-dire qu'il y a... Certes, enfin, il y a la population, il n'y a pas le respect des gestes barrières, etc. Mais en même temps, il y a une classe politique qui, elle, ne donnait pas l'exemple. C'est-à-dire qu'au mois de février dernier, alors qu'on était en pleine pandémie et que normalement, il y avait un couvre-feu, de la distanciation, qu'on n'avait pas le droit de se déplacer entre les régions, il y a le parti Ennahda qui appelle pour contrer ou pour faire une démonstration de force devant le président de la République, qui en appelle à une manifestation géante en plein centre-ville de Tunis, qui a rassemblé des milliers de personnes, où on a ramené des gens des quatre coins du pays. C'est complètement irresponsable. Pareil pour donc voilà, le chef du gouvernement qui, par exemple, n'a fait aucun effort diplomatique pour aller chercher des vaccins, par exemple. Et là-dessus, le président lui-même a une responsabilité. Hein. C'est-à-dire qu'à aucun moment, par exemple, jusqu'en juin dernier, jusqu'à fin juin, à aucun moment, le président de la République ne s'est dit qu'il pourrait peut-être mettre sa popularité au service, justement, de la lutte contre la pandémie et enjoindre la population à respecter les gestes barrières, à faire attention, etc. Et le jour où il s'est finalement manifesté, il a commencé à se mobiliser en ce sens. À chaque apparition médiatique, il en profitait pour tacler, entre guillemets, le chef du gouvernement. Donc, vraiment, les bisbilles politiciennes ont pris le pas, en fait, sur toute considération de l'état dans lequel le pays se trouve. Du coup, dans un état critique, on le disait, en plus, il y a une très faible part de la population qui est vaccinée aussi, il me semble. Donc, a priori, c'est une situation qui ne va pas s'améliorer tout de suite, quoi. Là, on commence à recevoir des vaccins. Donc, on en est à plus de 2 millions. Je crois que les derniers chiffres, c'était hier. On est à 2,6 millions de personnes vaccinées. Mais encore une fois, il n'y a pas assez de centres de vaccination, pas assez de personnel pour vacciner. Donc, ça avance doucement. Ça avance, mais ça avance doucement. Et encore une fois, là, on approche les 20 000 morts. Alors, on en parlait un petit peu avant, au-delà de la crise sanitaire, il y a aussi un contexte politique qui explique ces derniers événements, et notamment, donc, c'est ce qu'on disait, la perte de légitimité de la classe politique de manière générale en Tunisie, due notamment à plusieurs affaires de corruption et à l'inefficacité des politiques tunisiennes.
C'est la corruption, c'est aussi comment ça se passe, quand on voit comment ça se passe au niveau du Parlement, c'est-à-dire c'est devenu un cirque quotidien. Ça peut sembler anecdotique, mais ça en dit long sur l'image que les gens finalement ont des institutions de l'État. C'est-à-dire qu'on associe le Parlement à un cirque quotidien où il y a des gens qui crient, où il y a eu de la violence physique. Et à aucun moment le président du Parlement, qui se trouve être Rachid Ghannouchi, donc le chef du parti islamiste, n'a levé le petit doigt pour sanctionner un tel, pour remettre les choses en ordre, etc. Et d'ailleurs, Rachid Ghannouchi, il a très peu présidé de séances au Parlement. La plupart du temps, c'est sa vice-présidente qui préside les séances, et lui ne vient que quand il y a vraiment un véritable enjeu politique. Et puis pour donner un autre exemple, parce qu'il y a beaucoup d'exemples justement sur ce point, il y a un certain nombre d'instructions qui ont été ouvertes contre des députés. À chaque fois, le parquet envoie une correspondance au bureau du chef du Parlement en demandant la levée de l'impunité de tel ou tel député. Alors, on ne connaît pas les noms, mais il n'y a jamais de suite qui a été donnée à ces demandes de la part du parquet. Et pire encore, quand des députés ont demandé au chef du Parlement de leur donner au moins la liste des députés qui sont mis en cause, on n'en a jamais vu la couleur. Donc on en déduit qu'il s'agit soit de députés de Nahda, soit de leurs alliés. Mais des affaires de corruption, de malversation financière, on peut en citer par paquet, quoi. Et puis l'un des déclencheurs, parce que pourquoi aussi tout cela a eu lieu, ou tout ça s'est déclenché le 25 juillet, c'est que quelques semaines avant, il y a Harouni, donc, qui est le chef du Majlis Shoura, le bureau politique, si on veut, de Nahda, qui a en fait promis des indemnisations à une partie donc, des fidèles du parti. C'est pour remettre les choses dans leur contexte. Il y a des indemnisations qui ont été promises ou votées, ou concédées en tout cas de la part de l'État pour les personnes qui ont souffert ou qui ont fait de la prison ou qui ont été démises de leurs fonctions durant la dictature de Ben Ali. Et on a décidé que ces personnes-là seraient indemnisées. Et donc, dans le cadre de Nahda, on a estimé que les indemnisations qui toucheraient les membres de leur parti, ou en tout cas les sympathisants de leur parti, seraient de l'ordre de 3 000 milliards de dinars, c'est-à-dire à peu près 900 millions d'euros, ce qui est une somme énorme. Et on parle d'un pays qui est au bord de la banqueroute. Et tout cela donc, a été demandé avant le 25 juillet, parce qu'il y aurait les vacances parlementaires en août. Et donc ça a été quand même aussi parmi les déclencheurs de tout ce mouvement populaire. C'est toutes ces petites choses-là qui nourrissent un peu la défiance de la population contre oui, les politiques. depuis une dizaine d'années en fait, parce qu'il ne faut pas oublier que Nahda a été quasiment non-stop au pouvoir depuis 10 ans. Et donc à chaque fois, il y a eu, je veux dire, même pour les financements illégaux des campagnes électorales, ce n'est pas une nouveauté, hein, on le savait déjà pour 2014. Mais à chaque fois, il n'y a pas de... C'est-à-dire que les informations, on les a, les informations circulent, mais après, il n'y a aucune décision concrète qui est prise et on baigne dans l'impunité totale. Alors cette impunité, donc, elle nourrit aussi donc, ce qu'on disait, la défiance de la population tunisienne. Et c'est ce qu'on a vu un peu aux dernières élections donc, présidentielles et législatives aussi en 2019, avec des taux d'abstention qui étaient quand même assez élevés. Des taux d'abstention élevés, c'est-à-dire que sur l'ensemble des personnes qui étaient inscrites sur les listes électorales, il y a eu seulement 40% qui sont allés voter, ce qui est très peu. Donc pour prendre le cas du parti Nahda qui est arrivé en tête des législatives, eux, ils ont récolté 19% des voix des 40% qui sont allés voter. Donc c'est quand même, ce n'est pas beaucoup. Et pour donner vraiment un ordre d'idée, en 2011, donc la première fois que Nahda a remporté des élections, ils ont eu à peu près 1,5 million de voix. 2019, ils ont eu un peu plus de 500 000. Et ils ont quand même perdu 2/3 de leur base électorale, ce qui est énorme. On parle un peu de la légitimité populaire que prétend avoir le président de la République, mais est-ce que cette légitimité-là, elle n'est pas aussi remise en question par ces forts taux d'abstention de l'autre côté, du coup Les forts taux d'abstention concernaient surtout les législatives. Et pour le président de la République, il n'a pas fait un score inouï pour le premier tour. Hein. C'était le deuxième tour où il a eu un score extraordinaire parce que en face, le candidat en face, c'était Nabil Qaroui, donc le chef de Qalb Tounes, et qu'il y a
énormément de personnes qui, sans adhérer au projet politique, si on peut parler en ces termes de Kais Saïed, préféraient de loin l'avoir lui comme président que Nabil Qaroui, dont on sait que, voilà, enfin, à part le côté corruption, etc., il y a eu déjà des enregistrements de réunions de rédaction qu'il tenait dans sa chaîne Nesma TV, où il menaçait en fait de faire des reportages contre tel militant anticorruption, contre un tel, donc de fabriquer des reportages de toutes pièces, et où il disait, mais littéralement, ils veulent la liberté d'expression, eh bien on va leur montrer ce que c'est que la liberté d'expression. Et donc devant ce danger, beaucoup de gens ont préféré voter pour Kais Saïed, et des gens qui aujourd'hui n'adhèrent pas du tout à ce que vient de faire le président, disent encore aujourd'hui, si c'était à refaire, eh bien je revoterais encore pour lui. C'est un des principaux problèmes que vit la Tunisie, c'est-à-dire que beaucoup de décisions qui sont prises le sont par réaction et non pas par choix. C'est-à-dire que devant le danger imminent qu'il y a en face, eh bien on va se rabattre sur le choix le moins pire. Alors, il y a un autre paramètre à prendre en compte, dont on a un petit peu parlé aussi, c'est le rôle de la communauté internationale. Donc, vous le disiez, ils n'ont pas vraiment condamné de manière, en tout cas pas de manière très ferme, ce qui s'est passé, donc les décisions du président de la République. Et il y a aussi donc autre chose au niveau notamment du FMI, puisque vous le disiez, le pays est au bord de la banqueroute et ils sont justement en train de négocier un quatrième prêt, je crois. Et j'imagine que le président de la République doit aussi tenir compte de ça, de comment il se comporte par rapport justement aux aides qu'il pourrait avoir pour la Tunisie. Oui, effectivement, parce que alors il y a le quatrième prêt qui est en négociation au FMI, sachant que la dernière fois qu'il y a eu un convoi tunisien qui s'est envolé pour New York pour discuter avec les responsables du FMI, ces derniers ont exigé qu'il y ait un minimum d'entente sociale et politique pour qu'ils puissent, comme condition sine qua non, à l'accord d'un prêt. C'est-à-dire que jusque-là, le FMI va demander, par exemple, des réformes, on va réduire la masse salariale, il faut réduire les subventions, parce qu'en Tunisie, il y a des produits de première nécessité, comme le sucre ou la farine, le pain, etc., qui sont toujours subventionnés par l'État. Donc à chaque fois que le FMI va exiger des réformes dans ce sens, il y a la centrale syndicale qui va s'opposer à ça, qui va appeler à des grèves générales, etc. Et donc le FMI a dit, bon, là, ça suffit un peu les promesses de, OK, on vous promet et on vous donne un prêt contre des promesses. Là, on veut vraiment être sûr que vous allez vous entendre avec les acteurs sociaux avant de vous donner quoi que ce soit. Ça n'a pas été le cas jusque-là. Et justement, peut-être que, en tout cas personnellement, je l'interprète dans ce sens, le fait qu'à l'international, il n'y ait pas de condamnation ferme de ce que fait Kais Saïed, c'est peut-être aussi dans l'espoir que le pays va peut-être arriver à une forme de stabilité qui était vraiment complètement absente du paysage politique ces derniers mois. À part justement le quatrième emprunt qui est en négociation, il y a 2 échéances qui doivent être payées cet été de 500 millions de dollars chacune. Il y a à peu près 3,6 milliards d'euros qu'on doit trouver pour rembourser déjà une partie des échéances et pouvoir payer les salaires pour les 3 prochains mois. Il y a la note de la Tunisie qui est maintenant un B3 avec un penchant négatif depuis le mois de février, c'est-à-dire que la prochaine étape c'est le défaut de paiement et le passage devant le club de Paris pour le rééchelonnement de la dette. Donc oui, économiquement on est vraiment dans une situation qui n'est pas du tout enviable. Alors, dernière question pour terminer, il y a un autre acteur dont on a peu évoqué le rôle, c'est la société civile, et notamment donc, les ONG comme Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme. Quelles sont leurs positions sur cette question-là, sur ces événements qui ont eu lieu ces derniers jours? La première position a été quand même de ne pas applaudir des 2 mains, d'être très prudent et vigilant en disant que, même s'ils n'ont pas parlé explicitement de coup d'État, ils n'étaient pas d'accord quand même avec les mesures qui ont été prises avec le président. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a eu une réunion, enfin c'est que le président a pris le parti ou l'initiative de les inviter au palais présidentiel et de discuter avec eux donc lundi soir, et de les rassurer sur le fait qu'il respectera la légitimité et la légalité constitutionnelle, que tout cela c'est provisoire, on ne touchera ni aux libertés individuelles, ni aux libertés de presse, ni aux droits humains, etc. Et jusque-là, ils sont
tous, donc ça a marché dans la mesure où ça les a quand même rassurés, mais ils disent tous qu'ils comptent bien rester dans leur rôle, c'est-à-dire d'être vigilants, d'être des garde-fous et de surveiller de très près les prochains mouvements du président pour voir justement s'il va tenir ses promesses et s'il ne va pas être happé par l'ivresse du pouvoir. Merci beaucoup Sarah Grira d'être venue sur le plateau du Média TV pour parler donc des événements de ces derniers jours en Tunisie. Donc je le rappelle, vous êtes journaliste à Orient 21, qui est un média en ligne. Merci beaucoup.